Bien, écoutez, merci de votre présence. On va continuer sur ce thème du rachis à l'épreuve de l'âge avec le canal lombaire étroit. Alors, je voudrais faire une parenthèse sur la dernière présentation de la première session de ma consoeur au sujet de la myélopathie cervicarthrosique, parce que bon, elle a terminé un peu rapidement du fait de l'horaire sa présentation. L'indication formelle, c'est que lorsque vous avez un patient qui a un tableau de myélopathie cervicarthrosique sur le plan clinique, évidemment c'est chirurgical. Il n'y a pas de place pour le traitement médical. Quelle que soit la voie d'abord, antérieure, postérieure, il faut penser à décomprimer ce patient. Les facteurs pronostiques de la myélopathie cervicarthrosique, qu'elle n'a pas eu le temps non plus d'évoquer, c'est plus le tableau est sévère, moins il a de chance de récupérer. Plus ça a tardé, moins il a de chance de récupérer. Et sur un facteur pronostic radiologique, c'est l'existence d'une souffrance centrale, d'un hypersignal T2 du cordon. Et sur le plan des résultats, la décompression médulaire sur des larges de patients en cervical, ça donne une amélioration dans 35% des cas, plutôt une stabilisation dans 55% des cas, et voire parfois une aggravation malheureusement dans 15% des cas. C'est des patients qui récupèrent bien sur le plan moteur, mais qui peuvent conserver assez régulièrement des troubles sensitifs. Alors j'en reviens au canal lombaire étroit. C'est une pathologie, nous, qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Pourquoi? Parce que sur le plan démographique, la population française, occidentale, vieillit de plus en plus, des patients de plus en plus vieux, et qui vieillissent en bonne forme et qui sont rattrapés par des problèmes d'arthrose de hanche, d'arthrose de genou et aussi d'arthrose du canal lombaire étroit. Je dois l'avouer, alors il faut avouer à moitié pardonner, aujourd'hui la chirurgie du canal lombaire étroit, c'est l'acte chirurgical que je pratique le plus. Comme nous l'a très bien expliqué notre collègue radiologue, effectivement le canal lombaire étroit, donc dans la partie au milieu de la colonne vertébrale, vous avez un canal qui est formé de disques, d'os et de ligaments, et du fait de l'âge, avec une hypertrophie de ces structures, progressivement se développe une sténose du canal rachidien, et sur le plan clinique, cela se traduit par des lombalgies, puis progressivement de l'apparition de douleurs radiculaires des membres inférieurs, des douleurs radiculaires crurales, donc antérieures, sciatiques, ou souvent mixtes, crurales et sciatiques, un tableau souvent symétrique, donc des douleurs lombaires, des douleurs radiculaires, puis des troubles de la marche, avec un périmètre de marche qui décroît progressivement en fonction de l'évolution de la sténose, avec des patients qui marchent en syphose, qui marchent en salutation, et qui sont obligés de s'arrêter de marcher au bout d'un certain périmètre de marche. Typiquement, un signe classique, c'est un fonctionnel classique, c'est que le patient, il va vous dire qu'à la marche, il n'est pas bien, mais dès qu'il est sur son vélo courbé, il est mieux. Le syndrome de la queue de cheval reste exceptionnel dans le canal lombaire étroit parce qu'il faut avoir un blocage complet du canal. Alors parfois, on peut avoir un canal lombaire qui se décompense assez brutalement par une hernie discale. Et là, effectivement, comme il n'y a pas beaucoup de place, les hernies venant rajouter un facteur compressif, on peut entraîner un tableau assez bruyant de syndrome de la queue de cheval. Les examens paracliniques, mon collègue radiologue en a très bien parlé. Les radiographies simples n'ont pas vraiment d'intérêt sur le plan diagnostic, sauf pour effectivement étudier ces problèmes de statique vertébrale. Le scanner, alors je ferai un petit bémol avec ce qu'il a dit, le scanner reste utile, notamment parce qu'on a parfois des sujets âgés qui ont des pacemakers. Alors, je sais pas si, et là, en théorie, l'IRM est une contre-indication et le scanner a pour ces patients toute sa place. Effectivement, l'examen radiologique de choix reste l'IRM, en particulier avec ces séquences en T2, et notamment, et tout à fait d'accord avec lui, les coupes axiales T2, ça permet de voir le niveau de la sténose, l'arthrose articulaire postérieure, donc le niveau s'il y a un niveau ou plusieurs niveaux, l'arthrose articulaire postérieure, d'autres lésions associées, comme une hernie discale lombaire, un kyste synovial. Il a évoqué effectivement le problème du myéloscanner. Pour moi, c'est un examen surannée. Il y a bien, pour moi, plus de 15 ans que je n'ai pas fait faire de myéloscanner lombaire. Je dirais qu'avec le scanner et l'IRM, on fait le diagnostic.
L'électromyogramme, donc là c'était des examens à visée morphologique, l'électromyogramme peut avoir sa place pour confirmer ou infirmer, lorsqu'on a un doute diagnostique, l'existence d'une souffrance radiculaire. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une patiente d'une pathologie du patient âgé et il va être important de faire un bilan d'opérabilité parce qu'on peut avoir des patients qui ont des antécédents cardiaques, des antécédents pulmonaires, des antécédents rénaux et le bilan d'opérabilité est important avec des consultations d'anesthésie, consultations de spécialistes, notamment cardiologues, de façon à ce que si on évoque la possibilité d'un geste chirurgical, bien entendu, on ait le feu vert de nos collègues anesthésistes pour sécuriser le geste chirurgical. Voilà un exemple de pathologie qu'on voit nous assez régulièrement passer, de kyste synovial. Vous voyez sur la première coupe en haut à gauche, un kyste synovial calcifié, bon c'est pas le plus fréquent. Vous avez la pièce anatomique, c'est un kyste que j'avais réussi à enlever en monobloc. Le plus souvent c'est des kystes liquidiens. Voilà, et bien sûr, cela va être à prendre en compte dans la stratégie chirurgicale, parce que le but c'est d'enlever tout ce qui coince, l'arthrose articulaire postérieure, le kyste synovial ou la hernie discale, lorsqu'on va effectuer la décompression chirurgicale. Le diagnostic différentiel, l'artérie des membres inférieurs, effectivement, qui va donner une claudication d'origine vasculaire par insuffisance artérielle. Alors, c'est des patients qui ont souvent des antécédents de facteurs de risque cardiovasculaire, ils ont eu un pontage coronarien ou des pontages périphériques. L'imagerie pas tout à fait concordante. À l'examen, vous n'avez pas de pouls périphérique et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à demander un examen complémentaire vasculaire de type Doppler artériel des membres inférieurs. La claudication médulaire, on l'a évoqué effectivement avec ma collègue concernant la myélopathie cervicarthrosique, où la sténose est sous-jacente au canal lombaire et d'origine soit cervicale, dorsale. Donc lorsqu'on a un doute, à l'examen clinique, j'en reviens à l'examen clinique de ces patients qui ont un canal lombaire étroit, à l'examen clinique, donc ils vous décrivent des douleurs radiculaires et il y a souvent associé, il y a une diminution et souvent une abolition des réflexes rotuléens et chyléens. Avec la claudication médulaire, c'est des patients pour lesquels vous allez retrouver un tableau de syndrome pyramidal ou des troubles sensitifs profonds. Là, il faudra penser qu'il se passe autre chose que le canal lombaire étroit. Les neuropathies périphériques, donc c'est des patients qui ont des douleurs neurologiques des membres inférieurs. Là aussi, un tableau de morphologie qui n'est pas tout à fait, qui est discordant, une légère sténose. Le diagnostic sera fait par nos collègues neurologues avec l'électrophysiologie. La coxarthrose, ça c'est une pathologie qu'on voit ici assez régulièrement du fait de la clinique du Parc, qui est de pôle d'orthopédie un peu lyonnais, avec de nombreux chirurgiens du membre inférieur. Et donc on est confronté à des patients qui ont une pathologie mixte de coxarthrose et intriquée donc avec un canal lombaire étroit. Et à ce moment-là, sur le plan, si on veut hiérarchiser la prise en charge, on commence en premier à traiter la sténose lombaire. Puis, en fonction de l'évolution, si le patient conserve une claudication du fait des problèmes d'arthrose de hanche, on sollicitera ensuite l'avis de l'orthopédiste des membres inférieurs pour discuter une arthroplastie. J'en reviens à la claudication médulaire. Lorsqu'effectivement on découvre une myélo, on peut avoir un tableau intriqué de myélopathie cervicarthrosique et de canal lombaire étroit. Là aussi, on commence par traiter la compression médulaire. Voilà un piège diagnostique. C'était une patiente qui passait sa retraite au Portugal, au soleil, et qui avait des troubles de la marche et qui s'est fait opérer là-bas d'un canal lombaire étroit. Et malgré la prise en charge chirurgicale de décompression lombaire, bon, je n'avais pas pu récupérer les images initiales, elle est arrivée à mon cabinet avec des troubles de la marche extrêmement sévères. Elle était en fauteuil roulant. Et avec à l'examen clinique, non pas une abolition des réflexes, mais un tableau pyramidal franc, des réflexes vifs,
un signe de Babinski, une trépidation épileptoïde, des troubles sensitifs profonds, et vous voyez à l'imagerie médulaire l'existence d'un processus intracanalaire, intradural, en l'occurrence un méningiome rachidien, donc, effectivement, là, qui justifiait d'une indication opératoire avec l'image post-opératoire à votre droite. Alors, concernant la prise en charge du canal lombaire étroit, en particulier chirurgical, si le patient, je dirais à contrario de la hernie discale lombaire, où la hernie discale lombaire, c'est une substance molle qui peut se résorber dans 80% des cas. Dans 80% des cas, la nature fait bien son travail et vous avez des patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont eu une sciatique ou une cruralgie. À l'interrogatoire, ils vous disent qu'ils vont mieux, voire qu'ils n'ont plus de douleur. Bien entendu, il ne faut pas les opérer. Le canal lombaire étroit, c'est de l'arthrose, c'est du dur. Une fois que le canal il est bouché et qu'il est symptomatique sur le plan radiculaire, ce n'est pas la peine de lui proposer les médicaments, le kiné, les infiltrations, notamment les infiltrations épidurales, n'ont pas leur place. La discussion, elle est chirurgicale. Il apparaît logique, quand ils ont un tableau de canal lombaire étroit clinique avec des troubles radiculaires, des troubles de la marche, il apparaît logique de leur proposer un geste chirurgical de décompression radiculaire. S'ils ont uniquement une symptomatologie lombaire, là, il n'y a pas besoin de se précipiter vers une prise en charge chirurgicale. Les traitements médicaux, les soins de kiné, voire d'ostéopathie, les infiltrations articulaires postérieures peuvent rendre service en attendant, puis surveiller l'évolution. S'il apparaissent des troubles de la marche, là, des troubles radiculaires, là on peut être amené à opérer. Alors sur le plan chirurgical, sur le plan technique, c'est par un abord postérieur. Dans le cadre de souffrance de pathologie unilatérale, on peut être amené à proposer un geste unilatéral de recalibrage unilatéral donc du canal par un abord postérieur qui consiste donc à enlever l'arthrose, à ouvrir le récessus. Parfois il y a une hernie discale associée, donc on enlève l'hernie discale. Bon, ce n'est pas la majorité des cas. Le plus souvent, la sténose elle est centrale et latérale à la fois. Et donc par un abord postérieur là également, le but c'est par un abord postérieur d'enlever les lames, soit faire ce qu'on appelle une laminectomie, enlever le ligament jaune, de façon à ouvrir le canal, et maintenant plus souvent on élargit un peu plus sur les facettes de façon à ouvrir les foramen au niveau des étages concernés. C'est une chirurgie qui est assez fastidieuse à faire, notamment quand il y a plusieurs niveaux. Il faut prendre son temps de recalibrer sur le canal au milieu, d'enlever l'arthrose. Alors on utilise, comme ça a été montré tout à l'heure avec la minectomie cervicale, des petits rongeurs qui grignotent l'arthrose de plusieurs tailles en fonction du degré de la sténose. Et parfois la fraise lorsqu'on a une épaisseur d'os qui est importante. Et donc, à chaque niveau, on élargit le canal au milieu et sur les côtés de façon à bien dégager les racines. Lorsqu'il y a une hernie discale, on l'enlève également. Sur le plan chirurgical, la durée d'opération, il faut au moins 1 heure. Bien sûr, tout dépend du travail qu'il y a à faire. S'il y a plusieurs niveaux, bien sûr, c'est plus long. C'est des patients, donc bien sûr sous anesthésie générale, c'est des patients qui sont levés le jour de l'opération et qui maintenant sortent, dans mon expérience, de plus en plus vite. Quand j'ai commencé la neurochirurgie, il y a maintenant plus de 25-30 ans, à l'hôpital neurologique, les patients opérés d'hernie discale lombaire étaient restés 7 jours et on gardait les patients 10 jours en hospitalisation pour un canal lombaire étroit. Aujourd'hui, 48 heures après, ils peuvent sortir. Moi, je leur laisse un drain 24 heures. Au bout de 24 heures, je leur enlève le drain. Et si ils veulent sortir, le surlendemain, ils peuvent sortir. Alors, soit ils rentrent à domicile, et comme je vous l'ai expliqué, c'est des sujets âgés qui vivent parfois seuls, soit ils vont en maison de convalescence, avec une maison de convalescence qui a été initiée, organisée en amont. Avec des suites, pendant 1 mois, on leur donne des consignes de repos et de marche pour la cicatrisation profonde. Au bout d'1 mois, on revoit nos patients et au bout d'1 mois, ils peuvent reprendre plus d'activité physique, plus de marche, vélo, natation, reprendre progressivement tous les sports, le golf, le ski, des activités sociales, professionnelles lorsqu'ils sont encore en activité. Les risques d'une telle chirurgie, donc il y a le risque incompressible et anesthésie, infectieux incompressible également. Hématome, ça demeure exceptionnel. En 25 ans de carrière, j'ai une fois un hématome compressif.
Il n'y a pas la moelle épinière au niveau lombaire, à contrario de la colonne cervicale, donc il y a pas, en théorie, il n'y a pas de risque de paralysie post-opératoire. Le risque du canal lombaire étroit, c'est la brèche durale. C'est la brèche durale, même si, parce qu'on a affaire à des patients âgés qui ont souvent une durmère qui est fragile, qu'on appelle papier de cigarette, donc qui est extrêmement fragile, même si on dissecte, et il y a souvent des adhérences. Et ça, j'en veux parfois à mes collègues radiologues qui font des infiltrations épidurales, parce que c'est souvent dans ces cas-là où on a des adhérences très importantes entre la méninge et l'os. Et même si on prend la spatule mousse, qu'on dissèque soigneusement, même la spatule peut effracter la méninge. Et pouf, vous avez l'issue de liquide céphalorachidien. Alors, quand on a cette complication, idéalement, c'est d'essayer de faire l'étanchéité du mieux possible. Et c'est pas toujours évident. Parce que le risque, effectivement, c'est que le patient développe ensuite une méningocèle, voire, au pire, c'est la cicatrice, une fistule de liquide céphalorachidien par la cicatrice, donc avec des complications infectieuses de type méningite. Bon, c'est exceptionnel. Et d'autres complications, là aussi, très exceptionnelles, il faut le dire, parce que c'est des patients que lorsqu'on a eu la brèche, le temps que la brèche cicatrise, on leur demande de respecter un décubitus prolongé. Mais si vous les mettez debout, ils ont une hypotension intracrânienne et avec des céphalées, voire la possibilité d'hématome intracrânien, un trapanché hémateux, ou hématome soduraux. Là, encore une fois, c'est très exceptionnel. Le problème de la stabilisation, on a donc parlé de la décompression. À cette décompression chirurgicale, on peut être amené à proposer en plus une stabilisation complémentaire. Ouais, c'est le cas de ce ou cette patiente qui a un canal lombaire étroit segmentaire L4-L5 avec un glissement de la vertèbre, un listhésis L4-L5 dégénératif. Donc dans ce cas-là, effectivement, dans le même temps, on va associer un geste de décompression et de stabilisation, ici donc par la mise en place d'une arthrodèse avec une greffe entre les vertèbres et des vis pédiculaires L4-L5 sur cette sténose monosegmentaire L4-L5. Si on ne fait pas ce geste, le fait en fait de décomprimer, simplement de décomprimer, on va déstabiliser davantage ce rachis et c'est des patients qui vont nous dire qu'ils vont être bien 6 mois et 6 mois après vous les voyez arriver parce que la vertèbre a continué de glisser et donc il faut les réopérer et c'est toujours plus compliqué. Donc le mieux c'est de le faire en même temps, un geste de décompression et stabilisation. Un cas clinique, pour terminer, un patient vous voyez, de 90 ans, bon là je suis un peu extrême, hein, parce qu'en général c'est des patients qui ont 60, 70, de plus en plus de 80 ans, qui a des antécédents d'arythmie cardiaque, ce qui est assez régulier, qui était extrêmement gêné, avec des douleurs radiculaires membre inférieur très importantes et surtout un périmètre de marche limité à 50 mètres. Son fils est médecin généraliste, il m'avait adressé son père et la veille de l'opération, il m'avait appelé, il m'a dit écoutez, il va vraiment pas bien, il se grabatisait. Il avait été obligé de le porter dans le service lors de l'hospitalisation. Donc il avait un bilan cardiologique anesthésique favorable. Je l'ai donc opéré par une décompression postérieure. Il est rentré à la maison avec une hospitalisation qui avait été organisée par son fils. Et 3 jours, un mois plus tard, je reçois ce texto. Votre opéré, oui, à 1 mois, il promène sa canne, conduit sa BMW et rentre chez lui, encore merci, avec cette petite vidéo voilà, associée. Alors, ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'est bon. C'est très satisfaisant de recevoir ce type de vidéo. Et j'en profite justement pour cette vidéo pour vous témoigner le ressenti de ces patients. C'est des patients qui, vous voyez, pour ceux que j'ai opérés hier, dès le lendemain, voire les 48 heures après, ils vous disent qu'ils sont déjà soulagés au niveau des membres inférieurs. Et quand vous les revoyez 1 mois après, ils vous expriment même des remords. Ils vont dire mais pourquoi j'ai traîné pour me faire opérer? Pourquoi on m'a laissé attendre? Pourquoi on m'a fait des infiltrations? On m'a dit que j'étais trop vieux pour me faire opérer. Ça, c'est les reproches qu'on reçoit
les retours qu'on a régulièrement à un mois. J'en ai vu encore un patient cette semaine que j'avais opéré il y a un mois et il m'a apporté 2 IRM, celle de 2023 qui m'avait servi à faire le diagnostic et à proposer l'indication opératoire, et c'est une de 2021 qu'il avait retrouvée avec les mêmes constatations. Mais pourquoi on ne m'a pas opéré il y a 2 ans? Voilà. Parce qu'effectivement, pour ces patients qui ont des troubles de la marche, si je peux faire cet aphorisme, c'est une chirurgie le canal ambulatoire, c'est une chirurgie qui marche. C'est une chirurgie qui rend service dans plus de 85% des cas, en particulier au niveau des douleurs radiculaires et des troubles de la marche. C'est des patients qui ne pouvaient plus marcher, qui reprennent la randonnée, leurs activités physiques, des activités sociales, des voyages. Voilà, donc c'est une chirurgie qui rend extrêmement service. Et je devrais terminer cette présentation pour remercier le personnel de la clinique du Parc, le personnel du bloc opératoire, mes collègues anesthésistes, les infirmiers anesthésistes qui font un travail remarquable, le personnel d'infirmiers de bloc opératoire, et puis dans les services également, les équipes de jour comme de nuit. C'est vraiment un privilège de travailler avec eux et je leur exprime toute ma gratitude et je leur dévoue, je leur dédie, voilà, cette présentation. Je les remercie et vous remercie par la même occasion.